L'organisation, c'est la clé pour réussir en tant qu'entrepreneur. Mais comment structurer son activité efficacement quand on travaille seul? Comment éviter de courir après le temps et se concentrer sur ce qui rapporte vraiment? Dans cet épisode de podcast, j'accueille avec plaisir Amandine de Careful Lady Boss. Elle est experte en productivité et en organisation et elle va partager avec nous ses meilleurs conseils pour structurer son activité, et cela même quand on commence, et gagner jusqu'à 2 heures par jour grâce à Notion, un outil révolutionnaire tout en un qui va révolutionner votre quotidien. Si vous aussi, vous avez parfois l'impression de procrastiner les tâches importantes, de ne pas avancer assez vite, de vous sentir dispersé, alors je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, car à la fin de cet épisode, j'aurai le plaisir de vous proposer une opportunité que vous ne pouvez pas manquer si vous aussi, vous avez du mal à vous organiser, si vous aussi, vous en avez marre de perdre du temps à chercher des documents par-ci, par-là, si vous aussi, vous voulez structurer dès maintenant, même si vous débutez, votre activité de conseil en images. Bonjour Amandine, bienvenue dans le podcast. Bonjour Maïté, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu le sais, notre objectif, c'est de parler d'organisation de productivité. C'est ton sujet de prédilection. Depuis combien de temps est-ce que ça t'intéresse? C'est un sujet que j'ai commencé à explorer quand j'étais au lycée, donc on va pas compter les années, mais on va dire plus de 10. Mais ça fait pas 10 ans que tu en as fait ton métier, c'est assez récent, je crois. Oui, exactement. Donc au départ, ça m'intéressait à titre personnel parce que j'étais enfin, je suis toujours étourdie. Et il me fallait des clés de compréhension et des stratégies pour pouvoir lutter contre ça parce que ma mère me disait toujours: «Tu pourrais oublier ta tête si elle n'était pas vissée à tes épaules». Voilà, et puis, bah, au fur et à mesure. Ça, c'est quand même un message important pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on peut être étourdi et hyper organisé. Donc c'est plutôt un message Exactement. positif. Exactement, et puis au fur et à mesure, surtout quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir un minimum de structure et d'organisation, et encore plus quand j'ai évolué et que je suis devenue cadre. Ce qui fait que je gérais des équipes et qu'il y avait plus que moi à gérer, mais également, bah, le la gestion du temps et de l'énergie de mes équipes. Donc, Qu'est-ce que tu faisais exactement? j'étais cadre dans les ressources humaines pour une grande entreprise. Et tu t'occupais de combien de personnes? Alors en termes de gestion, tu parles? Mmh, ouais, Oh, parce que je si je tu gères m'occupais les de équipes, c'est un peu plus de 13 000 personnes. 13 Avec 000 une équipe, personnes. ouais, avec une équipe de 10 personnes. Donc c'est là où tu te dis, si tu pas organisé, ça marche pas, quoi. Exactement. Et tu travaillais déjà à l'époque avec les outils que tu vas nous présenter aujourd'hui ou pas du tout? Au départ, non, puisque, bah, on va tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. À Mmh mh. l'époque, où j'ai commencé à travailler, Notion n'existait pas. Mmh. Donc j'étais encore avec différents outils et surtout des outils plutôt corporate, donc Word, Excel, tout ce qu'on apprend quand on est salarié. Et puis c'est vrai que quand Notion est arrivé, c'était en 2019-2020, tout de suite ça m'a intéressée parce que j'ai vu le potentiel de cet outil qui était encore en cours de développement à l'époque, et même si c'était pas exactement autorisé parce qu'effectivement on était, dans une grande entreprise qui privilégiait ses outils internes, moi je vais utiliser Notion pour, ma gestion et mon équipe. D'accord, OK. Donc ça a commencé à ce moment-là et Mmh. tu as décidé donc de quitter cette entreprise et de lancer ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Bah, en fait, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que j'aimais beaucoup mon métier. J'adore, la gestion des personnes et des moyens. Il y a aucun souci là-dessus. Et puis surtout, j'adorais aussi gérer mon équipe, et cetera. Mais ça faisait des journées très intenses. Ça veut dire que parfois, je travaillais jusqu'à 80 heures par semaine. Et quand je dis Waouh! parfois, malheureusement souvent. Ouais, c'est ça. Donc c'est un boulot très exigeant. Je me voyais de toute façon pas y rester non plus, voilà, pendant, 10 ou 15 ans parce que ça use le corps et l'esprit, mais c'était quelque chose qui m'épanouissait beaucoup. Et en fait, ce qui a précipité un petit peu ma prise de décision de la reconversion, ça a été quand je suis tombée enceinte, et après, bah, forcément la naissance de ma fille. Si tu veux, je me suis dit: «D'un côté, il y a ce travail que j'adore, mais où je consacre, bah, en fait, tout mon temps éveillé, et de l'autre, il y a la vision que j'ai de la maternité et de comment j'ai envie de vivre ma maternité et comment j'ai envie de profiter de ma fille». Bien sûr et donc c'est là que tu as sauté le grand pas. Oui, j'ai sauté le pas, j'ai lancé mon entreprise, et puis, bah, depuis maintenant, je suis entrepreneur. C'est génial.
Alors, tu sais quoi? Il y a une question, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui se posent, c'est comment est-ce qu'on sait si on est bien organisé ou pas? C'est quoi les signaux auxquels on va devoir s'attacher? Je dirais qu'il y en a 2 pour faire simple, d'accord? Ce qui me vient directement, à Simple, c'est l'esprit. très bien, ça nous va bien. Déjà, si quand on parle d'organisation, de productivité et de structuration d'entreprise, il y a personne qui est en train de se crisper, c'est déjà un très bon signe. Ça veut dire qu'on est conscient de l'importance que ça peut avoir dans la gestion de son business et dans la gestion aussi de son mindset et de sa sérénité. Parce qu'on fait ça à la base comme soutien à un mode de vie qui nous convient. Le deuxième critère qui est pour moi essentiel et un très bon indicateur, c'est tout simplement quand on est entrepreneur, qu'on fait a priori un métier qu'on adore, qu'on a choisi, un métier passion, et que malgré cela, on se retrouve parfois, souvent, à procrastiner. On connaît, hein? Pareil, c'est un signe. C'est un signe. Alors, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer du jour au lendemain. Ça veut juste dire que c'est un petit message que nous envoie notre corps et notre esprit en disant là, c'est pas fluide, il y a quelque chose à retravailler parce que bah, tout simplement, il faut faire en sorte que notre métier de cœur puisse nous apporter aussi bah, de quoi s'alimenter au quotidien. D'accord. Et donc, ça passe par une phase de structuration. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de structurer son activité, même quand on est solopreneur, même quand on est à son compte, seul? Et donc, en particulier, je pense à nos chères conseillères en images qui sont en train de se lancer, qui nous écoutent. Je dirais que c'est super important parce que c'est ce qui fait la différence entre un hobby et une entreprise. Vous êtes conseillère en images, vous avez lancé votre entreprise. Même si vous travaillez seul, vous êtes chef d'entreprise. Et donc, à ce titre, bah, il faut avoir le professionnalisme requis. Donc, il y a très peu d'exigences quand on est auto-entrepreneur. L'une des seules exigences concrètement, c'est de faire ses déclarations à l'URSSAF et de suivre son livre de recettes. Le reste, on va dire que c'est du surplus. Sauf que on s'en rend compte quand même sur des sujets très rapidement comme la communication ou le marketing, le surplus est une évidence. C'est beaucoup moins le cas, en tout cas, les gens font beaucoup moins la connexion sur des thématiques beaucoup moins sexy, comme l'organisation et notamment la sécurisation juridique. Sauf que, pour le coup, c'est complètement essentiel aussi. Alors, je ne vais pas parler des autres sujets pour l'instant, je vais parler de l'organisation. Si on a une entreprise structurée, on est en capacité de préserver son temps et son énergie, de cadrer les relations avec la clientèle dans le cadre de prestations de services, de retrouver tous les documents qu'il faut et d'avoir une image professionnelle qui va donner envie aux gens de travailler avec vous, et tout simplement de vivre sereinement de son activité sans se poser la question de comment on va payer les factures le mois prochain. C'est un petit peu le nerf de la guerre quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment important de pouvoir suivre effectivement sa trésorerie et de savoir ce qui rentre, ce qui sort. Et alors justement, par rapport à ça, tu parlais du côté évident. Il y a peut-être des mythes, des croyances qu'on a qui peuvent être clichés, qui peuvent être peut-être fausses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le principal mythe sur la productivité et l'organisation, c'est de penser qu'il faut attendre la motivation pour commencer à passer à l'action. Et j'en vois beaucoup des entrepreneurs. Alors c'est toute la difficulté quand on travaille seul de se garder motivé, même quand on vit un petit peu une période de creux de la vague, même quand c'est compliqué parce qu'on n'a pas les résultats qu'on attendait au moment où on les attendait. Ça, c'est normal. Ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on avait initialement anticipé. Mais du coup, se dire que on attend que la motivation revienne après avoir pris un coup dur, c'est une erreur. Tout simplement parce que les résultats n'arrivent qu'avec la constance du travail que l'on fournit. Chaque Ça, petit pas, un après l'autre. ça c'est pour moi une évidence. On l'a déjà entendu toutes et tous collectivement. Mais la façon dont tu vas le mettre en œuvre dans ton quotidien, notamment avec la discipline, c'est ce qui va impacter le plus les résultats que tu vas obtenir sur le long terme avec ton entreprise. Mais là, pour le coup, ça dépend aussi de ta personnalité. Il y a peut-être, différentes façons de faire. Est-ce qu'il y a une manière de s'organiser en fonction de son profil? Alors pour le coup, ça c'est une loi universelle, le fait que la motivation suit l'action et pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton, qui a été théorisée pour la première fois dans la physique.
Donc tu vois, c'est clairement un sujet annexe, mais Scientifique. qui se rapproche beaucoup de l'utilisation que tu peux en faire au quotidien. Ça fait partie de ce qu'on appelle les lois du temps. La loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'un objet qui tend à être en mouvement continue à l'être, alors qu'un objet qui est inerte, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour le faire avancer. Il faut lui donner justement cette fameuse impulsion initiale, qui peut être particulièrement difficile à mettre en œuvre quand on est sur le canapé devant une série Netflix. On s'entend. C'est sûr, mais quand tu regardes, quand tu débutes, tu as tendance à vouloir faire plein de choses, tu sais pas trop par quoi commencer et donc comment est-ce que tu peux savoir au fond de toi, alors que c'est tout nouveau? Et là, je me remets dans mes chaussures de débutante conseillère en images, personal shopper. Qu'est-ce qui est plus important? Comment est-ce que je peux le savoir? Je l'ai jamais fait encore. Donc comment est-ce que tu peux nous donner peut-être des astuces pour identifier les bonnes tâches? Le passage à l'action, c'est bien. Le passage à l'action sur la bonne action qui va occasionner le plus de résultats, c'est mieux. On est bien d'accord. Donc, ce que tu évoques là, c'est un problème de ce qu'on appelle la gestion des priorités. C'est de se dire, j'ai devant moi un éventail de choses qu'il faudrait potentiellement que je fasse, ou en tout cas que j'ai entendu qu'il fallait absolument faire pour développer mon activité, atteindre un objectif X ou Y. Mais mes journées, elles n'ont que 24 heures. Et à côté de ça, je suis maman, j'ai d'autres responsabilités, potentiellement je suis aussi salariée à côté. Comment je fais rentrer tout ce que j'ai à faire dans ce temps très limité en préservant mon énergie? C'est ça la problématique, concrètement. Mmh. Bah, pour ça, il faut se poser certaines questions, avoir du recul, mais surtout ce qui est hyper important, c'est avoir une stratégie business. Parce que quelqu'un qui peut travailler 40, 50, 80 heures par semaine sur son business doit avoir une stratégie qui s'adapte avec le temps qu'elle a ou qu'il a de disponible pour développer son activité. Et quelqu'un qui n'a que 5 heures par semaine ne pourra pas faire la même stratégie ou en tout cas de toute façon mathématiquement n'obtiendra pas les mêmes résultats. Ça Donc veut pas dire qu'il y a pas de résultat. c'est une manière différente d'approcher les choses. Et donc, en prenant les 2 exemples, dans le premier cas, quelqu'un qui fait 100 de son temps, qui n'a pas d'autres engagements ou responsabilités sur son business. C'est quelqu'un qui peut être très présent sur les réseaux sociaux, qui peut être très en contact avec sa cible, qui va du coup déployer beaucoup d'efforts en présentiel pour créer un réseau et pour pouvoir après développer ses offres et vendre. Par contre, quelqu'un qui a que 5 heures par semaine à consacrer à son activité, bah, il va falloir qu'elle réfléchisse à une stratégie où elle va plutôt, ce qu'on appelle automatiser le parcours client et le parcours de vente, notamment avec ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va amener les gens à prendre conscience de leurs besoins et à se dire, en fait, j'ai envie de travailler avec toi parce que tu es la personne parfaite pour m'aider dans mon problème, mais c'est quelqu'un qui va concevoir des éléments, alors de la communication sur les réseaux sociaux, une page de vente, qui va, aller à certains coworking bien ciblés parce qu'elle sait que c'est là où se trouve sa cible et cetera. Pour avoir beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de tâches, mais toutes ces tâches vont avoir un impact direct et positif sur, in fine, encore une fois, le développement de son business et donc, bah, le fait de générer du chiffre d'affaires. Donc pour toi, cette idée de passer à l'action, elle est indissociable de cette stratégie? Bien entendu, parce que tout simplement, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand on fixe des objectifs en début d'année. On se fixe des objectifs, on prend une belle feuille de papier, son plus beau stylo et on commence à écrire. Et puis, bah, la vie nous rattrape et puis on met cette feuille de côté. Potentiellement, on la superpose avec d'autres feuilles qui viennent s'ajouter par-dessus. Et 3 mois, 6 mois, voire même plusieurs années après, on retombe dessus, on dit: «Ah tiens, c'est vrai, j'avais écrit ça». Et quand on fait le bilan, bah, on se rend compte que, si, on l'avait gardé loin des yeux, loin du cœur, eh ben, il y a très peu de probabilités au final qu'on ait atteint ces objectifs. Même si c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de réaliser, qui était au cœur de notre pensée et de ce qu'on voulait réaliser. Alors qu'au contraire, si on note ces objectifs, qu'on se dit, voilà, je sais ce que je veux et je sais quel est le chemin pour y parvenir et pour augmenter les probabilités pour moi d'atteindre cet objectif-là. Bah après, il reste plus qu'à passer à l'action. Alors, il reste plus qu'à, on est d'accord, c'est le plus difficile. Justement, comment on fait dans ces cas-là? Comment est-ce que toi, tu conseilles les personnes que tu accompagnes pour, ce moment-là et quelles sont les erreurs à éviter finalement?
Les erreurs à éviter, il y en a plusieurs. Je dirais que la première erreur, c'est de mal définir son objectif. Il y a des objectifs qui dépendent exclusivement de soi et il y en a d'autres qui dépendent pas du tout de soi. Enfin, pas du tout, pas entièrement. Je m'explique. Tu veux J'en parler des objectifs SMART? Alors, avant de parler de oui, c'est une manière de définir un objectif, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise la SMART parce que ça fonctionne très bien. Concrètement, je vais donner un exemple précis pour illustrer mon propos. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, «Pour développer mon entreprise comme je voudrais, il faut que j'aie», je vais dire un chiffre au hasard, 1 000 abonnés, 2 000 abonnés ou 10 000 abonnés sur Instagram. Très bien. Sauf que Instagram et ses abonnés, c'est un algorithme et que l'algorithme ne dépend pas de soi. On peut déployer tous les efforts de la terre, c'est pas nous qui décidons. Alors que si on reprend cet objectif et qu'on cherche un petit peu à creuser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour essayer de tendre vers cette cible de doubler ou tripler son nombre d'abonnés actuel? Et là, ça commence à être un peu plus intéressant parce qu'on va se dire, je vais poster régulièrement 3 ou 5 contenus par semaine, je vais, faire ma routine d'engagement, je vais et cetera et cetera. Et comme ça dépend que de soi, bah, c'est beaucoup plus facile d'agir et surtout on est responsable des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller quand on n'atteint pas son objectif dans les délais qu'on s'est fixés. Ça veut surtout dire que c'était pas la bonne trajectoire et qu'il faut réajuster la trajectoire, soit en cours de route quand on s'en rend compte, soit à la fin de l'échéance initiale qu'on s'était fixée, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut plus de temps pour le faire. Donc il vaut mieux se dire: «Je poste 5 fois par semaine» plutôt que de dire: «Je vise les 500 abonnés». Oui, tout simplement parce que les 2 actions vont avoir le même résultat. Si on est constant dans ses posts, on va avoir plus d'abonnés mathématiquement. Mais d'un côté, on maîtrise les choses et quand est-ce qu'on peut les faire, de l'autre, on ne maîtrise pas. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que chacun aura 500 abonnés ou 1000 ou 10 000. Donc là, tu parles du fait de bien définir ses objectifs et de faire attention à ce qu'on peut ou pas contrôler. Mais Oui, là, concrètement, après, tu t'organises comment? Parce qu'effectivement, donc, imaginons j'ai cette stratégie de contenu à faire, mais il n'y a pas que la stratégie de contenu que je dois développer si je veux créer mon entreprise c'est et en sûr. vivre. Donc, comment est-ce que toi, tu conseilles les personnes que tu accompagnes à cette étape-là? Je dirais que chaque parcours est différent. Mmh. Donc, il n'y a pas de recette universelle. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ceux qui vous les vendent en général, ils vous vendent la leur et ce qui a marché pour eux. Une fois qu'on a défini son objectif, c'est ce que j'appelle personnellement l'augmentation des probabilités. J'ai, cet adage que m'a donné une collègue entrepreneur quand je me suis lancée, qui m'a dit: «Si tu veux atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires, pose en place toutes les actions pour atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires». Parce que on s'entend bien, la vie est faite d'imprévus, de choses qui vont et de choses qui vont pas. Et donc quand on se fixe un plan d'action en se disant: «Je veux atteindre les 10 K, voilà ce que je vais faire», il y a des choses dans cette liste qui potentiellement ne pourront pas marcher ou qu'on n'aura juste pas le temps et l'énergie de mettre en œuvre. Et c'est OK, encore une fois. Mais du coup, si on n'a pas prévu un plan B, une stratégie, eh ben, on se retrouve un peu le bec dans l'eau et avec pas les résultats qu'on attendait et surtout aucune idée de comment corriger le tir. La stratégie, c'est ça. Et alors, donc une fois qu'on sait à peu près comment on a envie d'augmenter les probabilités, qu'on sait à peu près la feuille de route, donc là, pareil, on a bien conscience que ça dépend des parcours. Bon, quand on est conseillère en image, il y a quand même un travail à faire, au niveau du type de client qu'on va viser et donc d'aller trouver ces clients, comme tu le disais tout à l'heure, le fait d'aller voir dans des coworking, pourquoi pas? Alors pour le conseil en image, ça peut être le fait d'aller, rencontrer des centres commerciaux, des responsables pour travailler avec eux ou d'aller, bah, là où des clientes potentielles peuvent se trouver pour parler de ce qu'on fait. Mais, cette stratégie-là, tu vois, ce que j'aimerais qu'on essaye de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, c'est comment est-ce qu'on sait si on a une to-do list ou si on a une vraie stratégie entre les mains? Parce que, tu vois, le mot stratégie, c'est un mot qui fait un peu peur. Il a un côté un peu, obscur, il a un côté un peu, bah, quand tu regardes koh les stratèges, on les aime pas. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu négatif. Donc en soi,
Comment est-ce que toi, tu définirais ce que c'est qu'une stratégie efficace? Quels sont les critères que tu pourrais identifier? Et puisqu'on parle d'organisation, quels sont les critères qui me permettraient de dire si oui ou non, mon organisation est OK pour l'objectif que je me suis fixé, en partant du principe que cet objectif, est bon? Si on reprend le cœur du sujet, à savoir faire la différence entre être occupé et être efficace. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. C'est Quand une tu phrase as très inspirante, je trouve. quand tu as une to-do list qui déborde, que tu as l'impression de courir après le temps toute la journée et que à la fin de la journée, même si tu as passé 10 heures ou 12 heures devant ton ordi, tu as l'impression de ne pas avoir avancé et surtout tu as pas de résultats concrets, à savoir des devis signés, du CA qui rentre, a priori, tu peux te dire que tu es occupé, potentiellement organisé, mais pas stratégique. À savoir, tu t'éparpilles, tu poses plein d'actions, mais les résultats se font attendre. Voilà. Alors sachant qu'il faut quand même un petit peu de temps, les résultats instantanés n'existent pas, hein, à part dans les jeux vidéo où il y a action-réaction directement, sinon dans la vraie vie, il faut toujours attendre un petit peu. Ok. C'est là que la stratégie est importante et a tout son sens. Elle permet de poser des actions qui auront un impact certain sur son business, même s'il se fait attendre un petit peu. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. Et c'est d'avoir la patience de continuer à réaliser ces actions dans l'attente de ce résultat. Parce que le plus dur, c'est ça. C'est de se dire, je continue à faire ce que j'ai à faire, même si les résultats mettent un peu de temps, parce que je sais que la stratégie fonctionne. Comment on sait donc qu'une stratégie fonctionne pour soi? Il y a de multiples facteurs. Il y a qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui fonctionne avec nous? Et là, la réponse, elle est particulièrement individuelle. Il y a des Tu peux gens, donner un exemple? Ouais. bien sûr, il y a des gens qui sont très sensibles à une page de vente hyper bien écrite, et il y en a d'autres, ils ont besoin de voir la personne parler. Et s'il n'y a pas un atelier en direct où elle voit la personne, comment elle s'exprime, son ton de voix, sa gestuelle, comment elle se comporte, eh ben, elle travaillera jamais avec cette personne. Ça, c'est un exemple. Et clairement, c'est une manière pour vous de vous positionner. Clairement, en termes de stratégie, je conseille à mes clientes qui ne sont pas à l'aise avec la prise de parole à l'oral de, pour l'instant, éviter l'exercice de l'atelier collectif devant 10, 20, 50 personnes. Parce que le but, c'est pas de les mettre mal à l'aise juste pour les mettre mal à l'aise. Le but, encore une fois, c'est de démontrer leur expertise et de donner envie aux autres de travailler avec elles. Et pour ça, il faut les mettre en valeur, bien sûr. Donc ça se travaille dans un second temps, mais d'abord, il faut faire les choses sur lesquelles elles ont des compétences et de l'appétence, des choses qu'elles ont envie de faire et de mettre en place. Tout part de là. Dans un deuxième temps, quand on est débutant, quand on commence, faut se dire qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Des stratégies business, marketing, des business plans, donc des systèmes d'organisation de business, il y en a déjà plein, des modèles qui existent. Souvent, c'est des gens qui vous inspirent. Donc regardez comment ils conçoivent leur modèle. Regardez combien de temps ça leur prend par semaine, par mois, depuis combien de temps ils sont lancés. Le but, c'est pas de se comparer, mais c'est de se dire, tiens, c'est intéressant, son modèle, il est fait comme ça lui représente environ tant d'heures de travail, c'est faisable pour moi ou c'est pas faisable pour moi en fonction de mes contraintes personnelles. J'aime bien que tu parles d'écosystème personnel parce qu'effectivement, on est toutes inégales là-dessus. On peut avoir des enfants, un travail à côté, on peut s'occuper de ses parents. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font qu'on ne sera pas à 100 sur le temps qu'on peut consacrer et ça n'empêche pas qu'on soit hyper motivé comme tu le disais tout à l'heure. Et donc le fait de choisir quelque chose en fonction de ce qui nous plaît et en fonction de ce qui nous parle et du temps qu'on a disponible, je trouve ça très rationnel et je trouve ça rassurant parce que même si on ne prend pas nos décisions au rationnel du tout, mais à l'émotion, quelque part, ça permet de poser les choses et de prendre de la hauteur et de se dire: «Au fait, finalement, tu es d'accord avec moi, Amandine, il n'y a aucune stratégie qui marche à tous les coups, Non. mais toutes les stratégies marchent en fonction de comment est-ce qu'elles sont appliquées et pour qui». Donc il y en a pas une meilleure qu'une autre en soi. Oui, exactement. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Il y a celle qui nous correspond le mieux.
Et souvent, c'est un amalgame de celles qu'on a vues ailleurs et notre propre cocktail à nous, qui nous est Ouais, propre. qu'on a remixé. Et il y a 2 choses que je voudrais dire pour rebondir à ce que tu viens de dire, qui est hyper important et hyper pertinent. Le premier, c'est que parfois, sur les réseaux sociaux notamment, on a tendance à nous faire croire que la réussite est en partie due à la chance. Mmh. Sauf que quand on regarde, il y a eu effectivement un petit peu de chance pour 5 ou 10 de l'équation, mais quand même, il y a eu énormément de travail derrière. Et quand je dis travail, c'est les actions posées au bon moment pour avoir le maximum de résultats en un minimum d'efforts. Sinon, les personnes ne seraient plus là. Elles seraient J'ai une déjà en phrase pour burn-out. ça. Ah mais Voilà. c'est clair. J'ai une phrase pour ça. Moi, c'est mon père qui m'a toujours, éduquée dans cette façon de faire. C'était: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Il y a ça, exactement. Et il y a une autre phrase d'un coach américain qui s'appelle Alex Hormozy, que j'aime beaucoup, qui dit: «La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est que ceux qui réussissent, ils ne se sont pas arrêtés en cours de route». Pour moi, c'est la meilleure stratégie, mais je suis partiale. Et donc forcément, ça passe par l'organisation. De ton point de vue, la Oui, stratégie, elle repose sur cette idée d'organisation. Et alors comment est-ce que, on en vient à parler de notion? Pourquoi est-ce que pour toi, notion, c'est l'outil qui va te permettre justement de concrétiser cette stratégie? Parce que c'est pas un outil de stratégie, notion, c'est un outil d'organisation, c'est bien ça? notion, c'est ce qu'on veut en faire. Sa seule limite, c'est l'imagination. Et quand je dis ça, du coup, ça va peut-être faire peur à certains et certaines d'entre vous. Donc, on a parlé depuis le début de l'épisode de stratégie, à quel point c'était important et comment on pouvait poser les bases de la sienne. Ok, super. Mais ma question, la plupart du temps pour mes clientes, c'est d'accord, mais comment tu vas lui donner vie à cette stratégie? Comment tu vas faire en sorte de suivre les actions que tu dois poser au quotidien? Quel outil tu vas utiliser pour centraliser tout ton business? Parce que voilà, je suis mentor en productivité, donc le sujet de l'organisation, c'est mon sujet préféré. Je pourrais en parler pendant des heures. La principale erreur des gens et surtout des entrepreneurs, c'est de noter à plusieurs endroits différents des informations importantes de leur business. Le numéro de téléphone d'un client, le numéro d'un devis ou d'une facture, bref, plein d'informations qui se retrouvent sur des post-it, dans des carnets, qu'on ne retrouve jamais au bon moment, qui vous font perdre un temps fou, de l'argent, puisque le temps c'est de l'argent quand on est entrepreneur. Bref, il n'y a rien qui va. Et du coup, bah, j'ai commencé à réfléchir à quel outil était le plus pertinent pour centraliser l'ensemble de son activité. Il fallait que ce soit un outil qui soit suffisamment flexible pour s'adapter à la manière de réfléchir de chacune des personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est pas si facile à trouver. Mais également un outil qui soit suffisamment versatile pour faire à la fois de la récolte d'un brainstorming, pourquoi pas en note vocale, à un suivi financier dans un tableau avec des formules qui vous calculent combien vous devez à l'URSSAF le mois prochain. Et quand on regarde la liste des outils réduits à vue d'œil, un outil qui fait tout, qui fait gestion de to-do list, gestion de projet, suivi d'agenda, et j'en place des meilleurs, et il se trouve que moi, ça fait déjà presque 5 ans que je suis sur Notion. Je sais que c'est possible avec cet outil. Et surtout, j'ai accompagné des clientes pour qu'elles se rendent compte aussi à quel point ça leur permettait de gagner du temps. En moyenne, je fais gagner à mes clientes 2 heures par jour avec la bonne stratégie et le bon outil. Notion. Donc notion est particulièrement efficace de ce que tu nous expliques. C'est quoi les avantages concrets de centraliser toutes les informations dans Notion? Et comment tu fais pour faire gagner 2 heures par jour? Parce que ça m'intrigue énormément et Alors, je souscris, hein, d'ailleurs. alors, là, il y a 2 points à ta question qui sont intéressants à traiter et que je vais traiter séparément. Pourquoi Notion est un excellent outil d'organisation? Comme je le disais un petit peu en propos liminaire, c'est que tu pars d'une page blanche et avec un petit peu de savoir-faire et un petit peu de technicité, tu peux en faire ton copilote qui soit hyper pertinent pour toi et surtout presque automatisé. Alors, j'aime pas parler de ça, mais en gros, c'est presque un outil qui travaille pour toi. Il ne travaille Alors pas là, à ta place, mais
il te met devant les yeux ce que tu dois faire aujourd'hui en priorité. Moi, j'entends déjà les auditrices qui vont nous dire: «Oui, mais encore un logiciel à apprendre, c'est compliqué, la technicité, tout ça, j'ai pas le temps de perdre du temps à m'occuper de comprendre comment ça marche Notion». C'est pour ça qu'il y a plein de solutions qui existent. Quand on a très peu de budget, il y a des templates qui sont faits et qui sont commercialisés, mais du coup, ça va être le reflet de la façon de penser et de s'organiser de celui qui l'a conçu. Et quand on a un peu plus de budget et d'énergie, soit on apprend à le faire soi-même, soit on le délègue à quelqu'un qui est un expert, un consultant sur la thématique. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner, clairement, pour avoir tout, heu, pour pouvoir tirer pleinement profit de l'outil, de la puissance de l'outil. Parce que si on s'en sert juste pour faire du traitement de texte, il y a pas besoin. Je veux dire, on peut ouvrir Word ou un Google. OK. Donc toi, concrètement, ça fait partie justement de ce que tu, fais comme accompagnement et pour ça que, tu es l'experte du mois de mars de la communauté Constellation. Oui, Une communauté que j'ai créée en décembre 2024 qui est là pour fédérer les conseillères en images qui sont déterminées à vivre de leur activité et qui n'ont pas envie de rester seules. Des conseillères en images qui ont envie de profiter d'une formation en continu et c'est pour ça que chaque mois, on a une masterclass différente sur un sujet pointu. Et donc, ce mois-ci, ce mois de mars, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, c'est toi qui vas nous faire l'honneur de nous expliquer, donc nous prendre par la main pour nous expliquer ce qu'est Notion. Et donc, ce que tu disais, le fait de pouvoir avoir recours à une personne qui est experte sur ce logiciel-là, c'est la meilleure manière de commencer à structurer son activité maintenant avec Notion. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir une certaine base technique pour commencer, Amandine? il y a absolument besoin d'aucune base. Notion, c'est ce qu'on appelle un logiciel de no-code. Ça veut dire que littéralement, il n'y a pas besoin d'apprendre un langage informatique pour s'en servir. Et je vous avoue, moi, ça m'arrange bien, je ne suis pas développeuse web. Donc clairement, il faut dédramatiser ce sujet-là, il n'y a pas besoin d'avoir des attentes particulières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que si les gens rejoignent ton atelier, on partira pas de la feuille blanche, justement. C'est-à-dire que moi, je vais déjà leur construire une structure par rapport à tout ce que j'ai vu qui marche chez mes clientes et pour moi. Qu'on va personnaliser aussi ensemble par rapport aux Exactement. attendus du métier de conseillère en images et personal shopper, puisque pour la partie technique, on va s'appuyer sur toutes tes connaissances et sur la partie vraiment plus, métier, on va s'appuyer aussi sur mon expertise de 15 ans en tant que personal shopper pour construire l'espace, de rêve. Est-ce que tu peux nous reparler de cette notion d'espace? Parce que je crois que si on ne connaît pas Notion, on ne sait pas que Notion fonctionne sur cette idée d'espace justement. Un espace, c'est un interface. C'est une manière de structurer l'information de manière évidemment arrangée dans une page, histoire que ça puisse tout de suite nous sauter aux yeux ce qu'on a à faire, comment, dans quel ordre. Concrètement, c'est ça, ni plus ni moins. Et donc, ce qui va être intéressant quand on est entrepreneur et comment on peut gagner 2 heures par jour, parce que j'ai pas oublié ta question de tout à l'heure, c'est de réfléchir pendant un temps donné à dans quel ordre je fais les actions pour qu'elles aient le plus d'impact, pour encore une fois m'occasionner le plus de résultats. Et une fois qu'on a posé ce plan, qu'on a mis une date à chacune de ces actions, c'est ce qu'on appelle un rétro-planning, ben on s'y tient. Et comment on s'y tient? C'est en voyant au jour le jour ce qu'on a à faire et en se disant: «Oh ça va, j'ai que 3 tâches aujourd'hui». On s'entend, il y a des tâches qui sont plus longues que d'autres. On est Et on d'accord. n'a pas forcément envie de les faire. Et on n'a pas forcément envie de les faire. Mais en général, quand on a 3 tâches et surtout quand on sait exactement à quoi elles vont servir dans son business et à quel point elles sont utiles dans l'avancée vers son objectif, on a plus envie de les faire que quand on se dit: «Pourquoi j'avais dit que je devais faire ça déjà? Je me souviens plus. Bon, bah, on verra demain». Pour gagner 2 heures par jour. Alors ça, c'est uniquement la gestion des tâches. On imagine bien qu'on ne peut pas gagner 2 heures par jour juste sur la gestion d'une to-do list, mais c'est l'effet cumulé, ça s'appelle. C'est-à-dire que gagner 5 minutes sur la gestion de sa to-do, gagner 10 minutes à pas rechercher un mot de passe, à pas rechercher une information avec son client, gagner une demi-heure à pas rédiger un mail parce que son client demande où en est le livrable, où est-ce qu'on en est sur le projet, etc., etc. Utiliser des templates, c'est-à-dire des modèles que l'on peut dupliquer de client en client.
pour faire une seule fois un travail de modélisation d'un espace collaboratif, par exemple, et ensuite pouvoir le réutiliser, j'allais dire, à l'infini. C'est tout ce travail-là qui fait gagner du temps au quotidien. Donc, dans un premier temps, il faut accepter déjà de participer à l'atelier pour pouvoir façonner l'espace. Et ensuite, il faut aussi accepter que, comme tu le disais tout à l'heure, chaque chose prend du temps. Le fait de s'organiser, ça prend du temps, mais c'est reculer pour mieux sauter. C'est comme le disait Abraham Lincoln, passer plus de temps à aiguiser sa hache qu'à couper un arbre. Mais en soi, c'est donc, comme tu le disais, totalement accessible à une personne qui débute, qu'elle ait ou pas déjà structuré sa stratégie, qu'elle ait ou pas déjà structuré, tous les éléments de son organisation finalement. Exactement. Notion est l'outil. D'un côté, il y a la stratégie qui va être transposée sur l'outil qui est Notion. D'accord? Donc, peu importe la stratégie, peu importe le niveau technique sur l'outil, il n'y a pas besoin d'être une experte et littéralement, c'est adapté aux débutants. Parce que quand je vais créer la structure, je vais l'adapter pour qu'elle soit prise en main hyper facilement pour n'importe qui, parmi ta communauté, évidemment. Donc, le but, c'est de voir la puissance de l'outil, tout son intérêt derrière, en vous montrant quelques outils techniques et à quel point ça peut vous être utile au quotidien pour centraliser toutes les informations, encore une fois. Et surtout, c'est pas juste pour centraliser les informations pour me faire plaisir. C'est pour pouvoir être en capacité de les retrouver au bon moment, quand vous en avez besoin. C'est ça l'intérêt principal. Oui, de ne pas chercher parmi, des milliards de pages sur un carnet. Même si tu numérotes les pages et que tu dis que c'est page 12, malheureusement, il faut retrouver l'endroit où c'est noté que c'était page 12, quoi. On va pas se mentir, l'avantage de l'informatique, c'est quand même qu'il y a une recherche par mots-clés. C'est d'une praticité rare et surtout ça prend moins de 3 secondes. Voilà. Et donc derrière, effectivement, il y a la question de l'appropriation de l'outil, donc de Mmh. sa personnalisation, qui ça va être propre à chacun. Mais encore une fois, on part pas de rien. C'est-à-dire qu'avec une structure initiale qui est proposée, on commence à travailler dessus, on se dit: «Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas?» Si ça me correspond, parfait, j'ai rien à toucher et j'ai gagné littéralement 10 heures en très peu de temps. Et s'il y a des petites choses à changer, par exemple rajouter son nom, son logo, mettre les couleurs qu'on préfère ou qui sont en lien avec notre branding, on le fait une seule fois et encore une fois, on tire le bénéfice de cet investissement de temps qu'on aura fait de passer 1 heure en atelier avec une experte pour lui poser toutes nos questions, pour après avoir tout ce temps gagné, encore une fois, de se dire: «L'espace, il est prêt, dès que j'ai un client qui signe, je peux lui donner accès et j'ai une image du coup hyper professionnelle, hyper organisée. Je lui mets à disposition son contrat, un espace où il peut suivre son projet. Moi, si j'ai des trucs à lui demander, il me les met là. Je lui fixe une échéance avec des rappels. Bref, c'est tout automatisé ou en tout cas tout pensé pour te simplifier la tâche au maximum.» Génial. Donc ça, c'est vraiment un outil de base. On a la chance de pouvoir l'apprendre ensemble donc courant mars. Donc pour ça, il faut rejoindre le programme Constellation. Je mettrai le lien en description. Est-ce que pour terminer, tu peux nous donner, si tu veux bien, quelques conseils pour améliorer son organisation dès maintenant? On a compris que Notion, c'était la clé. Et quels autres conseils tu pourrais nous donner pour améliorer notre organisation dès aujourd'hui? 3 astuces pour pouvoir être mieux organisé dès maintenant. Je dirais que ça passe d'abord par la prise de conscience que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Et que donc, moi, j'ai tendance à vous conseiller d'apprécier chaque étape du chemin et pas seulement le résultat, comme on en a parlé pour la définition des objectifs, etc. Donc, apprécier le chemin, ça veut dire avoir conscience qu'on ne peut pas passer 100% de son temps sur des activités qu'on adore et que clairement, mon but, c'est pas de vous faire adorer l'organisation si c'est un truc qui, de base, ne vous plaît pas, n'est pas votre zone de génie. Je le comprends complètement. Par contre, c'est de mettre tout en œuvre pour être hyper efficace et pour du coup pouvoir y passer le moins de temps possible. Donc c'est déjà un premier shift mindset de se dire j'en ai besoin, c'est un outil au service de mon développement et de mon entreprise et du coup, comment je peux faire pour passer le moins de temps tout en étant le plus efficace. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est d'identifier son profil de procrastination. Parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde procrastine à un moment donné.
Sans s'en rendre M compte. Même moi, je veux dire tout le monde. Voilà, un jour pas fait comme un autre, le petit dernier qui fait passer nuit, voilà, il y a mille et une raisons de procrastiner. La plupart des gens ont tendance à oublier à ne pas savoir qu'il y a plusieurs profils de procrastination. Mmh. On a tendance à parler de la procrastination comme si c'était le sujet unique. En réalité, il y en a beaucoup, des typologies qui sont différentes. Et donc, les façons dont on va pouvoir agir contre cette procrastination vont dépendre de quel profil on a en priorité pour soi. Donc, je vais donner quelques exemples, mais par exemple, si on est l'entrepreneur perdu, quelqu'un qui justement n'a pas de stratégie, ne sait pas comment avancer, qui manque de clarté dans son projet. Ça, c'est typiquement le cas des personnes qui nous écoutent et qui débutent et c'est tout à fait normal, je voulais vous rassurer là-dessus. C'est complètement normal. On a également quelqu'un qui va être plutôt perfectionniste, qui va avoir peur d'échouer ou potentiellement aussi de réussir et qui va se dire si c'est pas absolument 100% le résultat que j'attendais, je le fais pas, je n'y vais pas. Syndrome de l'imposteur. Ça aussi, ça parle complètement et enfin, je me mets dans le lot, hein. Pour le coup, quand on débute, on a cette peur de ne pas être assez bien parce qu'on se met des exigences incroyables, parce qu'on a tendance à se comparer à d'autres personnes qui sont déjà dans le milieu depuis plusieurs années, qui sont passées par ces différentes étapes, mais on a tendance à l'oublier. On regarde juste le résultat. Exactement. C'est encore un profil différent de l'entrepreneur qui se fait facilement distraire par des notifications sur les réseaux sociaux. On n'est pas Mmh. sur la même typologie de personnes. Et la dernière, c'est justement l'entrepreneur débordé. C'est la bonne élève de la classe qui a envie de tout bien faire, de tout faire, tout ce qu'on lui dit qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'elle s'épuise et qu'elle surtout, elle travaille dans l'urgence. Là, ce que tu me dis, je trouve que ça nous parle parce qu'on peut se retrouver dans l'une ou dans l'autre des types de procrastination. Mais concrètement, est-ce que tu aurais peut-être un outil pour nous aider à déterminer avec un peu plus de précision notre tendance majoritaire? Absolument, j'ai créé un quiz gratuit justement pour identifier le profil type de procrastination. Ah Et bah ce qu'il faut génial, Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, pour arranger en plus la chose, on est rarement un seul profil. On est d'accord. toujours un petit mélange de plusieurs profils, mais il y a un profil prédominant qui ressort et du coup, bah, il y a des actions à mettre en place pour corriger ça. Bon, bah ça c'est rassurant et pour le coup, on pourra proposer aux personnes de faire le quiz en cliquant directement dans le lien. On le remettra en description si tu veux bien. Clairement. Parfait. La troisième piste, c'est en termes d'organisation, de choisir un minimum d'outils, de ne pas s'éparpiller. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, si ça te parle. Et pour ceux à qui ça parle pas, c'est le principe de se dire, dès qu'on voit un nouvel outil, une nouvelle stratégie, quelque chose de nouveau, de se dire: «C'est forcément mieux que ce que je suis en train de mettre en place» et donc ma recommandation, c'est d'utiliser le moins d'outils possible et de pas changer d'outil toutes les semaines. Parce qu'évidemment, quand on change d'outil, bah, il faut apprendre à s'en servir comme il faut. Éventuellement, on paye une souscription pour plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années. Donc il faut avoir le temps de rentabiliser et d'amortir cet investissement. Donc, prenez un peu plus de temps, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour vous renseigner sur les différents outils qui existent. Et une fois que vous l'avez choisi, prenez le temps de bien rentabiliser cet outil, que ce soit Notion ou un autre d'ailleurs. Oui, parce que Notion, c'est un des outils qui existent. Il y en a d'autres dans le milieu, mais celui-là, c'est celui que tu as choisi toi, parce que Oui, c'est celui qui te paraissait le plus pertinent, le plus puissant. exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ces astuces, Amandine. Et comme je le disais tout à l'heure, je rappelle que nous aurons la chance de pouvoir te poser toutes nos questions organisation et sur le paramétrage justement d'un espace Notion personnalisé. Le 24 mars, c'est la date de notre atelier. Et donc cet atelier est ouvert à toutes les personnes de la communauté Constellation. C'est le moment de vous inscrire si vous voulez assister à l'atelier en live pour pouvoir profiter des conseils donc directement et créer votre espace personnalisé pour structurer votre activité avec Amandine dès maintenant. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta venue, Amandine. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et je tiens aussi à dire à nos auditrices que vous pourrez retrouver l'essentiel de ce qu'Amandine a dit avec quelques astuces complémentaires sur le blog Bulle de Mode. Je vous mettrai le lien de l'article que nous avons réalisé en collaboration avec Amandine directement à partir de ce podcast.
Merci encore Nickel. Amandine. Merci à toi pour l'invitation, encore une fois, c'était sympa. Et puis, bien, tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. En tout cas, moi, j'ai hâte de te retrouver le 24 mars pour organiser notre espace Notion. Moi aussi, ça va être trop bien. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Waouh! Ça, c'était vraiment un épisode instructif. J'ai complètement découvert qu'il y avait 4 types de procrastination. Vous le saviez, vous? Personnellement, je me suis bien retrouvée dans plusieurs. Et vous, est-ce que vous allez passer le quiz? Donc pensez bien, vous pourrez retrouver tous les conseils d'Amandine sur le blog de Bulle de Mode, dont le lien se trouve en description de cet épisode. Vous retrouverez aussi le lien pour passer le quiz et découvrir votre profil de procrastination. Et enfin, je vous invite à venir partager ce profil avec moi, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, bref, venez me dire quel est votre type de procrastinateur, procrastinatrice, oh là là, il faut le dire vite. Je vous invite vraiment à venir discuter avec moi, j'adore échanger avec vous. En attendant, je vous redonne les informations cruciales si vous voulez assister à l'atelier organisé dans le cadre de Constellation avec Amandine. Pour en bénéficier, il y a 2 possibilités. Soit vous n'êtes pas membre du réseau Constellation, mais ça vous intéresse, à ce moment-là, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous. Vous pourrez retrouver un accès direct à cette masterclass exceptionnelle et à toutes les ressources qui vont avec, et c'est tout. Et si vous voulez faire partie de ces conseillères en images qui investissent en elles, qui prennent le taureau par les cornes pour développer leur activité, alors vous avez votre place dans Constellation. Constellation, c'est un réseau professionnel dans lequel vous allez pouvoir vous former en continu grâce à ces masterclass d'experts qui ont lieu tous les mois et grâce aussi à toutes les ressources que je viens ajouter chaque mois. Vous aurez enfin la possibilité d'échanger avec d'autres conseillers en images, personal shoppers, stylistes personnels qui sont déterminés à réussir. Un réseau de femmes comme ça, un réseau vraiment en or qui est à la fois généreux, positif et dans lequel on est vraiment bien ensemble. Si vous voulez nous rejoindre et profiter de cette masterclass d'experts, alors je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour rejoindre la communauté Constellation. Encore merci pour votre écoute, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.